Alors bonjour François Coq, vous êtes professeur de mathématiques en zone d'éducation prioritaire à Pigny-sur-Marne, mais vous êtes aussi essayiste politique et militant. Vous avez été secrétaire général du parti de gauche et ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg avant de soutenir Roussel à la présidentielle de 2022. Vous êtes aussi donc auteur de plusieurs livres comme Alerte à la souveraineté européenne ou en 2020 d'un livre avec Sacha Mokretsky. Alors, nous vous remercions de bien vouloir accepter cet entretien chez Gavroche, où nous allons traiter un peu de votre parcours et vous demander votre point de vue sur la situation politique actuelle. Alors tout d'abord, vous êtes membre des Constituants. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quel est ce mouvement politique? Ouais. Bon, bonjour, merci pour me donner l'occasion d'échanger. Je crois qu'on en a tous besoin dans la période. Alors, les Constituants. Les Constituants, c'est un groupe finalement en partie informel qui s'est mis en place à partir du printemps 2019 avec deux objectifs. Le premier, un objectif politique qui vise à faire valoir l'idée constituante au moment où elle avait été remise sur le devant de la scène avec extrêmement de force par le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Le mouvement des Gilets jaunes se caractérise à la fois, bien sûr, par la dimension sociale de ses revendications, mais il ne faut jamais oublier que dès le début, dès l'acte 1, et l'acte 2, c'est là que c'était peut-être le plus visible, à la fois sur les ronds-points, mais également le samedi sur les Champs-Élysées ou dans les grandes métropoles, les gens défilaient avec leur carte électorale à la main. Autrement dit, ils revendiquaient le droit de décider par eux-mêmes ce qui est bon pour soi et ce qui est bien pour tous. On a eu là un moment de résurgence de la puissance constituante, et je crois qu'elle n'a jamais tant vécu ces dernières années qu'à ce moment-là, au début du mouvement des Gilets jaunes. Et donc nous qui portions avec mes amis cette idée-là, ce besoin-là, cette nécessité-là de refonder le corps politique pour à la fois lui redonner un corpus commun, pour élargir l'assise commune qui est déjà la nôtre, mais aussi en le refondant, en créant une dynamique populaire, eh bien, nous avons accompagné ce mouvement des Gilets jaunes, et c'est comme ça que sont nés les Constituants. Ils sont nés également avec un deuxième objectif qui est beaucoup plus modeste, mais qui est que la période politique dans les cadres politiques constitués, tels que nous les connaissons, n'a pas été si facile pour les uns et pour les autres. Et les forces militantes ne sont pas suffisamment fortes, nombreuses, pour qu'on puisse, et que les causes que l'on défend puissent se permettre de se priver d'un certain nombre d'éléments. Alors, toutes celles et tous ceux qui ont pu être abîmés dans leur militantisme avaient peut-être besoin de trouver un lieu de refuge souple, un lieu d'échange amical, bienveillant, dans lequel on pouvait discuter de fond, loin des idées, des marches d'appareil et de la course aux places et du reste. Et c'était aussi ça, modestement, l'un des objectifs des Constituants. Très bien. Alors, vous avez parlé des Gilets jaunes, du coup, comme force provocatrice donc, de la constitution de ce groupe. Alors, est-ce que vous pensez qu'un Gilet jaune bis, qu'une renaissance du mouvement des Gilets jaunes en ce moment est envisageable? Déjà, je me méfie de l'aspiration qu'il y a et ou qu'il pourrait y avoir à réitérer sous une forme similaire quelque chose qui a déjà eu lieu. Pour autant, il est évident, de la même manière que l'élection de 2017 n'avait pas purgé l'ensemble de l'aspiration destituante qui avait été portée pendant cette élection, toute cette envie de se débarrasser à la fois des corps intermédiaires qui étaient dépassés et qui avaient failli, mais également des personnalités et également de l'improductivité du politique. De la même manière que 2017 n'avait pas purgé l'ensemble de l'aspiration destituante, il me semble évident que 2022 n'a pas plus non plus répondu à l'aspiration populaire, à une rupture et à des ruptures ordonnées. Voilà. On voit qu'il y a une forme de continuité avec l'élection de M. Macron. On a eu une campagne où finalement le débat démocratique a sans doute pas été à la hauteur de ce qu'attendaient les gens. On a eu une première partie de campagne qui a été largement cornérisée par les questions identitaires, une deuxième partie de campagne qui a été placée sous le joug du vote utile de la part des uns et des autres, hein, si je dis cela. Et finalement, l'élection et la campagne elle-même n'a pas pu être un lieu d'échange, d'ajustement démocratique pour les décisions qui vont être amenées à être prises. Donc, tout ce qu'on a connu pendant le quinquennat Macron, tout ce qui avait déjà
précédé déjà sous Hollande et depuis un peu plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, s'empile. Il y a une forme de sédimentation par rapport à ça. Et le hiatus de légitimité qui, à mon sens, est au début et au départ du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire un hiatus de légitimité entre deux légitimités qui se font face. La légitimité institutionnelle du président Macron, qui est réelle, il a été élu, et quand bien même il a été élu par une minorité, etc. Peu importe, je connais tous ces arguments et je les développe moi-même. Mais on doit lui reconnaître qu'il y a une part de légitimité institutionnelle dont il peut se prévaloir. Mais face à lui, il y a une autre légitimité qui, elle, est une légitimité inaltérable, qui ne peut pas être corsetée, qui ne peut pas être remise en question, qui est la légitimité populaire. Et donc, ces deux légitimités qui se font faites face au moment des Gilets jaunes, eh bien, elles vont forcément se retrouver à nouveau pendant ce quinquennat et de manière sans doute exacerbée. Est-ce que ça prendra la forme d'un mouvement des Gilets jaunes bis ? Je ne suis pas sûr que ça prendra sous cette forme-là, et heureusement que la force du mouvement populaire est d'arriver à créer des formes nouvelles pour se renouveler et pour élargir son assise et puis pour répondre aux problèmes et aux blocages qui ont été ceux du précédent mouvement, qui avait beaucoup de vertus, qui a montré ses limites par certains aspects, et puis peut-être qu'on peut espérer que celles et ceux qui n'étaient pas là pour appuyer ce mouvement populaire lorsqu'il a eu lieu ont tiré les enseignements de cette séquence. Il y a eu une séparation pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais pendant tout le quinquennat qui vient de s'achever, entre ce qui se passe dans le champ institutionnel et ce qui se passe hors du champ institutionnel. Si on doit retirer quelque chose, à mon avis, des 5 premières années de M. Macron, c'est qu'il y a eu une séparation entre le champ institutionnel qui est apparu totalement figé, dans lequel il ne se passe rien, tant du côté que de l'exécutif que du côté des oppositions, qui sont apparues à l'arrêt et sans prise avec la prise de décision politique, que le champ hors institutionnel, où c'est le seul endroit où il y a eu des dynamiques qui se sont développées. Eh bien, je crois que la situation n'a pas vraiment changé, qu'aujourd'hui, le champ institutionnel reste figé, reste plus figé que jamais, et si des dynamiques doivent se développer, elles auront lieu hors du champ institutionnel. L'espoir que j'ai, c'est que celles et ceux qui sont dans le champ institutionnel ont peut-être entendu la leçon et ont peut-être compris que s'ils veulent chevaucher la vague, selon l'expression consacrée, eh bien, ce n'est pas forcément en ramenant tout au champ institutionnel qu'ils y parviendront. Donc, ça veut dire que depuis 5 ans, les acteurs politiques, notamment de gauche, n'ont pas réussi à se remettre en question et amorcer un pas en avant vers justement ces dynamiques extra-institutionnelles. Ou est-ce qu'il y a eu début de prise de conscience par les partis ? L'observateur que je suis, vous disiez tout à l'heure militant, ça y est, je suis rangé des voitures partidaires. Je crois que j'ai fait le tour de ce qui pouvait être fait et je préfère aujourd'hui la position d'observateur pour essayer d'analyser et de comprendre. Je constate que certains ont peut-être compris un certain nombre de choses et en tout cas on fait un pas dans cette direction. Disons qu'il y a des mouvements contradictoires. Si j'en juge par ce qu'a été la campagne des gens qui pourraient être à même justement d'accompagner ce mouvement populaire, je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, à la France Insoumise ou l'Union populaire, plus encore que la NUPES, mais ce qui étaient les anciennes structures. On a vu les limites qui ont été les leurs en 2018 pour accompagner le mouvement des Gilets jaunes. On a vu qu'à l'époque, ils étaient enfermés dans le champ institutionnel et d'ailleurs, ils ont été parmi les premiers à essayer de ramener le débat dans le cadre parlementaire. Je crois qu'ils ont tiré peut-être une part d'enseignement par rapport à ça. Pas en termes forcément stratégiques, puisqu'on a vu leur stratégie lors de l'élection présidentielle, qui est une stratégie de relatéralisation, autrement dit, de penser, peut-être à juste titre, parce que le résultat électoral qu'ils ont eu est un résultat assez brillant, avec 22% et en n'étant pas loin d'accéder au second tour, mais en pensant que le fait de regrouper la gauche et d'apparaître comme le vote utile de la gauche pouvait être un élément propulsif pour l'élection présidentielle. Je ne sais pas si ce positionnement-là est un positionnement qui est susceptible de permettre d'accompagner le mouvement populaire qui est, par nature, beaucoup plus large que cela. Mais en tout cas, ils ont sans doute la réflexion. Quand je vois que Jean-Luc Mélenchon lui-même décide de ne pas se représenter, les raisons sont sans doute multiples, j'ai la faiblesse de penser que dans un coin de sa tête, il a tiré les enseignements du mouvement des Gilets jaunes de 2018 et qu'il s'est dit que la place au sein du champ institutionnel phagocytait
un petit peu les énergies et empêcher de déployer les ailes nécessaires pour justement que le mouvement populaire, pour aider le mouvement populaire à prendre son envol. Donc, je ne sais pas, moi, je n'ai pas la réponse pour savoir si chacun a tiré les enseignements de cela. Je ne sais pas si l'analyse que je viens de produire est une analyse partagée par certains et si elle est partagée, s'ils en ont tiré les conséquences. Je dis que je vois des choses contradictoires aujourd'hui et c'est au regard des événements qu'on saura quels sont les positionnements adéquats. Alors, vous avez dit au début de votre réponse que vous étiez du coup un peu retiré de la vie militante, mais j'imagine que c'est un peu récent puisque vous avez donc soutenu activement la candidature de Arnaud Montebourg et que vous êtes ensuite affiché dans des conférences et dans des meetings communistes. Alors, qu'est-ce qui a guidé vos choix de soutien d'abord et pourquoi du coup vous retirez? Bon, mes choix de soutien, je ne sais pas si c'est comme ça que je les exprimerai. Moi, j'ai essayé de garder une constance dans l'analyse et dans les choses auxquelles je crois. Parmi celles-ci, il y a le fait qu'il y a un débat qui a traversé à l'époque LFI, organisation dans laquelle j'étais, avec deux stratégies qui étaient sur la table. La stratégie d'un côté du rassemblement de la gauche et de l'autre côté, la stratégie que moi je portais, qui était une stratégie de rassemblement populaire et même, je dirais plus, une stratégie de majorité populaire. Ce débat a eu lieu pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il soit tranché. Et de fait, il a été tranché à l'époque, après les élections régionales de 2015, au moment où Jean-Luc Mélenchon décide de lancer la France insoumise, de cesser ce rassemblement de la gauche et de passer dans ce qui était appelé, à mon avis, à tort et de manière réductrice, comme une stratégie populiste. Je pense que ça représentait bien plus que ça. Ce débat stratégique, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que les gens comme moi ont fait l'analyse que la gauche, qui représentait 45% à l'époque où Mitterrand a été élu, qui représentait encore un peu plus de 40%, 41%, 42% à l'époque de l'élection de François Hollande, s'était effondré après 2012, était tombé à 35%, puis était tombé même il y a quelques mois jusqu'à 25% de l'ensemble du corps électoral, même si elle est remontée aujourd'hui à 30%. Je considère que la gauche en tant que telle n'est pas un élément suffisant pour à elle seule créer une dynamique d'entraînement qui permet de prendre le pouvoir. Voilà. Donc il y a cette stratégie de rassemblement de la gauche qui, à mon sens, est une stratégie qui peut peut-être permettre d'accéder au deuxième tour, mais qui ne résout pas la question que moi je pose, qui est de dire, dans ce cas-là, quand bien même il y aurait accès au deuxième tour, comment remporter l'élection et comment être dans une stratégie réelle de prise de pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, la masse critique de la gauche n'est pas atteinte et n'est pas suffisante pour permettre cette stratégie de prise du pouvoir en étant auto-centré sur la gauche. Ce que je prône, c'est une stratégie beaucoup plus large de rassemblement et de majorité populaire. Autrement dit, aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que, je crois que c'est partagé par tout le monde, nous avons connu les 40 ans d'alternance entre la social-démocratie et la démocratie chrétienne. Nous avons vu le moment où cette alternance a été fragilisée à la fin des années 2000 et au tournant des années 2010. C'est le moment où on bascule sur le modèle des grandes coalitions, à l'image du modèle de la grande coalition allemande, modèle des grandes coalitions qui est devenu un modèle tellement général que François Delapierre faisait remarquer qu'en 2014, si je ne dis pas de bêtises, que les grandes coalitions sont à la tête des pays au sein de l'Union européenne. 16 des 28 pays de l'Union européenne ont à la tête une grande coalition. Donc, autrement dit, l'alternance de la social-démocratie et de la démocratie chrétienne a été remplacée par un artefact du système qui est devenu la grande coalition. Mais ce que moi, j'ai constaté à partir de 2015-2016, c'est que même cette époque des grandes coalitions était révolue et que les grandes coalitions ne suffisaient plus pour le système à se maintenir en place parce qu'il y avait désormais des blocages électoraux et que quand les uns et les autres allaient aux urnes, ils sortaient des urnes dans une situation qui ne leur permettait même pas de faire des grandes coalitions. Ce sont les blocages électoraux tels qu'on les a vus en Espagne quand les électeurs ont été appelés 4 fois aux urnes en 2 ans, tels qu'on les a vus en Italie quand ils ont été réappelés aux urnes 6 mois après, tels qu'on les a vus même en Allemagne quand le précédent gouvernement de Mme Merkel a dû attendre 8 mois pour voir le jour, ce qui ne s'était jamais vu, etc., etc., etc. Je vous passe la Belgique et les différents pays. Moi, j'ai fait la liste à ce moment-là, et dans très exactement la moitié des pays de l'Union européenne, il y avait des gouvernements qui gouvernaient sous la forme de grandes coalitions, mais de grandes coalitions qui étaient devenues minoritaires en termes de grandes coalitions au sein de leur propre Parlement, qui n'avaient donc que des majorités relatives. On est rentré dans ce que j'ai appelé dans mon livre l'impératif démocratique, dans ce que j'ai appelé la démocratie minoritaire. Donc, partant de là, à partir du moment où je pense que
la gauche n'a plus la masse critique pour être un effet d'entraînement de prise du pouvoir, considérant qu'il n'y a plus de majorité électorale, que les majorités électorales sont devenues introuvables. Dans ce cas-là, il y a un biais qui est de construire des majorités populaires. C'était ça, moi, la stratégie que je prenais. C'était ça la stratégie que je prenais au sein de la France insoumise depuis 2013. C'est la stratégie qui, à mon sens, est celle qui a donné naissance à la France insoumise à partir de début 2016. C'était la stratégie de la campagne présidentielle de 2017. Et comme je vous l'ai dit, je considère que l'élection de 2017 n'a pas purgé la dimension destituante et que finalement, cette situation était encore en grande partie la même, cette analyse était en grande partie encore valable, peut-être plus encore, en 2022. Donc moi, j'ai essayé de poursuivre cette stratégie à partir du moment où la France insoumise s'est relatéralisée dans le champ de la gauche, pour prendre, comme le disait Jean-Luc Mélenchon à l'été 2018, le leadership à gauche. À partir du moment où la France insoumise faisait cela, moi, j'avais un désaccord stratégique avec la France insoumise. Je ne dis pas que la France insoumise faisait mal, elle suivait sa propre stratégie. Je dois reconnaître que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon ne lui a pas permis de prendre le pouvoir, mais lui a permis d'avoir un succès incontestable d'un point de vue électoral, les 22% qui sont les siens, et quelle qu'en soit la nature, ce n'est pas de ça dont je suis en train de discuter maintenant, mais ça ne valide pas malgré tout sa thèse. Alors vous allez dire, ça ne valide pas la mienne non plus, de fait, parce que la thèse que moi je portais n'a pas pu être portée. J'ai essayé de la porter différemment. Je crois que c'était l'ambition d'Arnaud Montebourg de porter cette analyse politique. Je crois qu'il était convaincu par celle-ci, qu'il avait fait son aggiornamento personnel, mais les raisons ont été multiples au sein de son équipe de campagne, des gens qui l'entouraient, en termes de logistique et de savoir-faire politique aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit Arnaud Montebourg qui en soit directement et seulement la cause, mais en tout cas, ça n'a pas permis de faire ce qui est quand même important pour les gens comme moi, de faire de la pratique politique. L'idée, c'était d'essayer de voir si cette idée politique, cette analyse politique, trouvait une vérification auprès des électeurs, parce on peut faire des belles théories, des belles analyses, je peux coucher des choses sur le papier, je peux me faire plaisir en faisant ça, mais si on n'essaie pas de le valider d'un point de vue électoral auprès des Françaises et des Français, ça n'a strictement aucun intérêt. Bon, il y a donc eu un échec, de fait, de la campagne d'Arnaud Montebourg, où je dois le dire, moi je reste un petit peu au milieu du gué par rapport à ça, parce que je considère que cette analyse, elle ne me semble pas encore totalement dépassée. Je le dis d'autant plus que j'avais approfondi cette analyse. Je considère, moi, depuis le mouvement des Gilets jaunes, et plus encore depuis la crise Covid, que la politique ne se pense plus en une ou deux dimensions. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je viens de faire un petit peu l'historique du gauche-droite, social-démocratie, démocratie chrétienne. Vous le savez mieux que moi, on représente souvent le champ politique, l'espace politique comme un espace à une dimension. Ça, c'est le prof de maths qui parle. Un espace à une dimension, c'est une droite. Donc, on part de la gauche et on va jusqu'à la droite et on se positionne là-dessus. Bon, la politique, pendant longtemps, a été régie par un espace politique à une dimension, par une droite. On se positionnait en gauche-droite. Mais la campagne de 2017, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi celle d'Emmanuel Macron, a donné à voir que la politique se passait déjà en deux dimensions. Il y avait à la fois le gauche-droite et puis il y avait le haut-bas, qu'on appelait aussi peuple-oligarchie. Donc on était dans un espace politique à deux dimensions. Là encore, le prof de maths, c'est un axe des abscisses, un axe des ordonnées. Et puis, il me semble que avec la crise des Gilets jaunes et plus encore avec la crise Covid, on a basculé dans un espace politique à trois dimensions. Là, on a l'axe gauche-droite, on a l'axe bas-haut, peuple-oligarchie, et puis on a quelque chose qu'on a vu apparaître quand même pendant la crise Covid, qui est ce que, ça c'est la belle formule de mon ami Charlotte Girard, on a vu apparaître des bulles de solidarité repliées. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que les bulles de solidarité repliées? C'est que les gens prennent aussi désormais leurs décisions, souvent avant tout, en fonction de la protection d'eux et des leurs. Ça veut dire que les rapports derrière peuvent être particulièrement brutaux. On a vu l'augmentation de la conflictualité dans les rapports personnels, dans les rapports politiques, dans les rapports de travail avec nos amis, dans les discussions qu'on pouvait avoir. Eh bien, il y a eu ces bulles de solidarité définissaient une troisième dimension de la politique, et je crois que c'est ça qu'on a essayé de porter dans la campagne d'Arnaud Montebourg. Donc, voilà, cette campagne a été un échec. J'en prends ma part et j'en garde un petit peu de tristesse de ne pas avoir pu valider ou invalider des analyses politiques. Après, au-delà, une fois qu'Arnaud Montebourg s'est retiré, comme moi, je n'ai pas la réponse à la question que je pose depuis 2013, qui est si notre camp arrive au deuxième tour, si Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, arrive au deuxième tour. Comment fait-il pour gagner? Je n'ai pas cette réponse. Personne ne m'apporte cette réponse. Jean-Luc Mélenchon lui-même ne m'apporte pas cette réponse, à part
la croyance aveugle dans le fait que parce que c'est Jean-Luc Mélenchon, il gagnera, et tout simplement parce que c'est un meilleur animal politique de campagne que Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Moi, nourri par l'expérience, par ce qu'est le vote de la droite, notamment, mais ce que sont les votes historiques, je ne crois pas que quand bien même Jean-Luc Mélenchon aurait atteint le deuxième tour, je ne vois pas quelles sont les raisons politiques qui font qu'il aurait pu emporter le deuxième. Autrement dit, j'avais un problème de construction politique avec ce qui est en train de se passer. Mais ce débat-là, moi, je l'ai eu avec Jean-Luc Mélenchon au sein de la France Insoumise. J'ai essayé de le faire vivre. Je trouve que c'est un beau débat politique et qu'il n'a pas suffisamment sa place. Donc, à partir de là, j'ai simplement dit, moi, que sur les points qui m'ont amené à m'engager en politique, sur ce chemin du retrait un petit peu qui est le mien aujourd'hui, eh bien, je tiens à faire valoir les idées qui m'ont toujours animé, qui sont la République, que j'ai chevillée au corps, et qui sont les questions de laïcité. Je dois dire que dans cette campagne, je reconnais à Fabien Roussel le mérite de les avoir fait vivre avec un certain talent, une certaine cohérence et consistance. Tout ne me convenait pas chez Fabien Roussel. Je ne connais que trop le Parti communiste et je me suis empressé de dire que ce que je retrouvais sur ces points-là chez Fabien Roussel, eh bien, je savais aussi que derrière, la séquence électorale allait conduire le Parti communiste à faire ce qu'il avait toujours fait en termes d'accord, et que tout cela participait pour moi à la désillusion des citoyens vis-à-vis du politique, et que donc je n'en prendrai pas ma part. Donc je n'ai rien réclamé à personne, je n'ai pas réclamé de poste, d'investiture, de candidature ou quoi que ce soit. Moi, je souhaitais me mettre à distance de ça. J'ai simplement apporté un soutien de forme. Je suis simplement intervenu une fois dans la campagne auprès de Fabien Roussel, et mon investissement s'est limité à ça. Très bien, je vous remercie. Alors effectivement, vous l'avez dit, la stratégie de la gauche en 2022 a surtout été, au final, de s'attarder justement sur la gauche. Donc ça veut dire qu'il y a toute une frange des classes populaires qui n'est pas membre, entre guillemets, d'un sorte de peuple de gauche, qui du coup n'a pas voté pour les candidats qui se positionnent à gauche. Donc on a une sorte de scission, de coupure entre les classes populaires et la gauche. Alors, il y a votre stratégie et votre propos d'aller tenir un discours et des positions qui vont permettre à des électeurs, soit en dehors du champ politique, soit de droite, d'aller vers une candidature spécifique venant de la gauche. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi matière à, sur le long terme, faire la propagande ou plutôt communiquer, discuter, etc., avec les gens pour les faire revenir à gauche? Je crois que, puisqu'on est entre nous, c'est filmé, je crois que ce attention. qu'on cherche en réalité, les uns les autres, c'est pas la gauche qui nous pose un problème. Moi, si vous voulez me faire dire que je suis de gauche, j'ai aucun mal à vous le dire. Voilà. Parce que toute mon histoire, tous mes engagements s'inscrivent dans les engagements traditionnels du mouvement ouvrier universaliste, voilà, de transformation sociale. Donc, j'ai aucun problème, moi, à dire que je suis de gauche. Je considère que ça ne suffit pas aujourd'hui. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, ce que je suis en train de prêcher, je suis en train de prêcher pour qu'on trouve un biais, en réalité, pour élargir l'assise de notre camp et lui permettre de redevenir majoritaire. Voilà. C'est ça. Donc, à partir du moment où on fait ça, ce qu'il faut trouver, là, il y a deux méthodes sur la table. Soit on fait celle que moi je prône, c'est-à-dire essayer de trouver l'élément agrégateur qui fait que le plus grand nombre, à un moment donné, va venir rejoindre par petites bulles, peut-être, comme aujourd'hui, cet élément agrégateur jusqu'à former ce qui est la définition du peuple politique pour moi, qui est que le peuple se constitue comme la nation aujourd'hui, c'est le corps politique constitué. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut refonder et réélargir le champ. Ça, c'est la stratégie que moi j'ai prônée. La stratégie qui a été choisie par la France Insoumise à partir de 2018 est une stratégie différente, qui est une stratégie du puzzle, du morcellement, d'aller chercher différentes catégories et d'essayer de les juxtaposer. Là encore, je le dis, le score électoral oblige à constater que ça a en grande partie marché. Je ne sais pas jusqu'où, mais ça a déjà en grande partie fonctionné. Mais je ne crois pas, moi, que cette stratégie du puzzle permette à un moment donné de couvrir suffisamment le champ pour devenir majoritaire. Est-ce que la stratégie de l'agrégation est une stratégie qui permet de devenir majoritaire? Moi, j'ai la faiblesse de le penser. Mais une fois qu'on a dit ça, la question, c'est quel est l'élément agrégateur parmi nous? Beaucoup ont dit, dans la dernière période, que l'élément agrégateur à venir allait être la question écologique. Moi, je vous le dis, je n'y ai jamais cru. Voilà. Je considère que la question écologique est un nouveau paradigme, et celui-là
beaucoup l'ont pris en compte. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, le premier, dès 2012, dès sa campagne de 2012, il définit l'écologie comme nouvel élément paradigmatique qui permet de refonder. À l'époque, il explique le socialisme, le communisme, toutes les traditions du mouvement ouvrier et de la gauche. Mais cet élément est insuffisant pour agréger les gens. Voilà. Il ne chapeaute pas la volonté des gens. Et alors, comment on arrive à attraper cette volonté populaire pour qu'elle refonde un intérêt général, hein? Je raconte du Rousseau, là, hein, tout simplement. Hein. Ben, quel est l'élément qu'on met là-dedans? Moi, dans mon langage à moi, c'est simple, ça s'appelle la souveraineté. Voilà. C'est notamment la souveraineté populaire. Bon, après, quand on le met en œuvre, je ne pense pas que ce soit le terme adapté et adéquat pour le faire. Je le dis aussi. Mais ça se décline, la question de la souveraineté. Moi, je crois que la manière dont la souveraineté se décline le mieux dans la période, c'est sous la question de la liberté. La liberté prise sous ses différentes formes. Tout simplement parce que je n'ai pas oublié que, héritier de la grande révolution de 1789, c'est la liberté qui précède encore l'accès à l'égalité dans la grande révolution. Et je crois que le fil qui aurait pu être tiré, et qui rejoint, il me semble, beaucoup de préoccupations de la période, c'est celui-ci. Donc, il y a ces deux stratégies-là, la stratégie du puzzle ou la stratégie de l'agrégation autour d'un commun. Moi, je suis sur la deuxième option, clairement, et je crois que la définition collective de ce commun est un élément majeur. Il ne vous échappe pas que ce que je suis en train de dire rejoint l'aspiration constituante qu'on a en tête. C'est en ça aussi qu'il y a la définition d'un commun qui se pose. Je vous remercie. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure votre attachement du coup donc à la République, et notamment vous avez cité la laïcité. Petite question d'actualité du coup avant de passer aux questions sur l'Union européenne. Éric Piolle. Bon, qu'est-ce qu'on en dit? On en dit le moins possible parce que Éric Piolle sert l'agenda des personnes que je combats. Je ne combats pas Éric Piolle. Voilà, je pense que je n'ai pas de problème à faire. Éric Piolle a sans doute bien des valeurs et bien des vertus, mais pas celle d'avoir suffisamment de sens politique pour ne pas tomber dans le piège de celles et ceux qui prônent l'islam politique et qui mettent à l'agenda toutes les choses trappes pour essayer de faire valoir leurs idées dans le débat public. Le Burkini en fait partie. D'accord ? Donc, à un moment donné, moi, je ne rentrerai pas dans le débat de dire non, le Burkini est une question d'hygiène et de santé publique. Non, 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 le Burkini est une offensive des islamistes, très clairement. Voilà. Et ça doit être traité comme tel. Et à un moment donné, de la même manière que pour faire passer la loi de 1905, il a fallu mettre l'Église catholique au pas, eh bien, à un moment donné, dans ce pays, il faudra mettre les islamistes, c'est-à-dire ceux qui se réclament de l'islam politique, ceux qui veulent faire intervenir le spirituel dans le champ temporel, il faudra aussi mettre au pas cette extrême droite religieuse. Voilà. Et donc, on ne cède pas à cela. On ne leur sert pas la soupe en allant mettre et en allant relancer des débats sur la question du Burkini. Voilà en quoi Éric Piolle, non seulement se trompe, mais fait beaucoup de mal à notre camp. Et j'aimerais que celles et ceux qui défendent vaillamment la question de la laïcité ne cèdent pas à ce faux débat pour des enjeux électoralistes. Éric Piolle fait une erreur, il a tort de faire cela, et ne détournons pas les yeux, ne faisons pas comme si la question du Burkini était une fausse question. Qu'Éric Piolle vienne faire un arrêté pour mettre sur le même plan la question du Burkini et la question des seins nus est une aberration et une absurdité. Voilà. Pardon, je me suis... Ça a le mérite d'être très très clair, je vous remercie. Alors bon, passons maintenant à un sujet pas moins réjouissant, l'Union européenne. Alors, on a vu récemment que le Parlement européen était en train de remettre en cause le système des listes nationales, les élections du Parlement européen, mais aussi de remettre en cause le veto des États membres pour passer à des votes à la majorité qualifiée. Alors, est-ce que cela permettrait peut-être un renouveau démocratique de l'Europe, de l'Union européenne, ou est-ce que cela constitue une étape de plus vers un fédéralisme européen antidémocratique? Bon, il ne vous a pas échappé que ces deux mesures font partie de l'agenda de M. Macron qu'il a donné. Vous avez eu la gentillesse de rappeler mon ouvrage « Alerte à la souveraineté européenne » que j'ai publié dès le début de l'année 2018, qui est un bouquin qui analyse la proposition de M. Macron, qui est la proposition de souveraineté européenne de M. Macron. Voilà. Donc, les journalistes paresseux, là, non, vous n'êtes pas, mais ceux qui aiment bien reprendre les mots sans réfléchir à ce qu'il y a derrière, ils étaient là, formidable, la souveraineté européenne, la souveraineté européenne, la souveraineté européenne, ils répétaient ça comme des cabris. Sauf que moi, M. Macron, je ne le prends pas pour un imbécile. Hein. Je sais que s'il avance là-dessus, c'est qu'il a un agenda sur ces questions-là. Donc, je l'ai lu.
J'ai écouté son discours d'Athènes, j'ai écouté son discours aux ambassadeurs, qui est sa première prise de position à l'international après son élection. Ça, on était en août 2017. J'ai lu son discours de la Sorbonne et je l'ai lu stylo à la main. Et donc, j'ai été voir ce qu'il y avait derrière cette souveraineté européenne. Cette souveraineté qui vise ni plus ni moins qu'à se substituer à la souveraineté nationale. Et en se substituant à la société nationale, à s'affranchir de la souveraineté populaire. Parce que, qu'on se le dise quand même, différents niveaux de souveraineté ne peuvent pas exister de la sorte. La souveraineté, c'est superanus. Ça veut dire ce qui est supérieur à tout le reste dans son genre. Mais si quelque chose est supérieur à quelque chose qui lui-même est déjà supérieur à tous les autres, ça n'a pas de sens. Donc, les propositions que vous évoquez font partie du paquet de M. Macron, tel qu'il les évoque depuis 2017, le fait de mettre en place des listes transnationales, autrement dit, que de casser le corps politique. Jusqu'à maintenant, les députés sont élus, certes, sur des listes, mais là, ce qu'ils proposent, c'est que vous puissiez voter et que des personnes de notre pays puissent voter pour les gens chez vous. Il ne suffit pas simplement d'aller présenter quelqu'un ailleurs. Donc, il y a le problème des listes transnationales, et puis il y a aussi ce que vous venez d'évoquer sur la question du droit de veto que prône M. Macron, qui prône depuis 2017 avec sa souveraineté européenne, qui est reprise à son compte aujourd'hui par l'Union européenne, relève du même principe. À partir du moment où il n'y a plus de droit de veto pour les différents États, ça veut dire qu'on abandonne tout simplement notre souveraineté. Ça veut dire qu'in fine, on ne peut plus décider à un moment donné que des choses sont bonnes ou ne sont pas bonnes pour nous et donc pour les électeurs qui ont élu les dirigeants. Mais enfin, souvenez-vous que quand le général de Gaulle pratique la politique de la chaise vide, si je ne m'abuse, c'est déjà sur cette question du droit de veto, parce qu'il refuse de brader la souveraineté de la France. Macron, lui, il n'est même pas question de brader la souveraineté de la France. C'est lui qui est à l'origine de tout cela. C'est lui qui pousse à aller en avant vers plus d'inclusion européenne. Mais pourquoi fait-il cela? Tout simplement parce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne veut pas simplement se débarrasser de la souveraineté nationale au nom d'un internationalisme ou de je ne sais pas quoi. Monsieur Macron sait très bien que le cadre naturel d'expression de la souveraineté populaire, c'est le cadre national. Or, aujourd'hui, au regard de l'état de la démocratie, des démocraties minoritaires que j'ai exprimées tout à l'heure dans mon analyse, eh bien, M. Macron sait qu'il a besoin de s'affranchir des décisions des peuples. Et pour cela, qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit de dépasser le cadre national en s'en référant à l'impérium technocratique bruxellois. Autrement dit, M. Macron est le valet de Bruxelles à bien des égards, et c'est lui qui pousse le plus à la roue. Alors, il faut se méfier, parce que moi, je constate que, à la fois, d'abord, j'aurais voulu que le combat soit mené sur le fond contre M. Macron. Il y a eu des élections européennes en 2019, et force est de constater que celles et ceux qui ont été aux élections ont refusé de mener le combat sur ces questions-là. Ça, c'est le premier point. Je le dis pour les oppositions, et pour toutes les oppositions, toutes. Il n'y en a pas une qui a été menée le combat face à M. Macron de manière frontale sur cette question de la souveraineté européenne pour faire prévaloir la souveraineté populaire et nationale. Certains ont préféré faire un référendum anti-Macron, d'autres ont préféré se placer face à M. Macron dans un duo entre les progressistes et les nationalistes. Il n'y a aucune opposition électorale qui a prévalu lors des dernières élections européennes, et ça, on va le payer à l'avenir. Mais le deuxième point, c'est que je voudrais dire qu'il y a des gens aussi, aujourd'hui, qui continuent à être les porte-drapeaux de ce modèle d'Europe fédérale. Je me rappelle de la déclaration d'Europe Écologie Les Verts le 9 mai, qui était en train de se féliciter de l'accord NUPES avec la France Insoumise, le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Et que dit Europe Écologie Les Verts, la direction d'Europe Écologie Les Verts le 9 mai à l'occasion de la journée de l'Europe? L'Europe Écologie Les Verts dit c'est un grand pas en avant que cet accord qui va nous permettre d'aller plus loin vers un fédéralisme européen. Autrement dit, nous ne sommes pas si loin, là, de l'analyse qui est celle de M. Macron. Je ne dis pas que cette position est partagée par tous au sein de la NUPES, mais je dis que l'accord tel qu'il a été signé, notamment entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, un accord qui change aujourd'hui la hiérarchie du droit, et on a un certain nombre de constitutionnalistes qui se sont exprimés sur le sujet, et qui fait désormais très clairement primer le droit européen sur le droit national, eh bien cet accord va dans le mauvais sens, et pour le dire même de manière très claire, va dans le sens qui est attendu par M. Macron. Très bien. Alors, pour continuer sur l'Union européenne, il y a eu aussi récemment la conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'est tenue en février 2022, où 800 citoyens
ont pu débattre sur ce que devait faire l'Europe à l'avenir, ce que devait être l'Europe, l'Union européenne. Bon, c'est différent quand même. D'où en sont ressorties 325 propositions, dont une partie n'est applicable qu'après une révision des traités, permettant donc les réformes souhaitées par ces citoyens. Alors, est-ce que vous pensez que cette tentative de révision des traités européens a une chance d'aboutir? D'abord, je me souviens que ce cadre collectif là, qui a été mis en place était prôné par M. Macron. Ça s'appelait au début une convention sur l'avenir de l'Europe. Une convention, hein. Donc une convention, on sait sur quoi ça peut déboucher. Oui. Là, on a simplement des gens qui se sont réunis pour faire des propositions et après, finalement, c'est les sachants habituels de Bruxelles et de Strasbourg qui vont décider ce qu'ils veulent faire ou pas de cela. Donc, la dimension démocratique de cet objet est quand même, tout d'abord, extrêmement limitée. Ensuite, sur le fond, la question que vous posez, c'est celle de la place des traités aujourd'hui. Autant je fais partie de ceux qui ont vu d'un mauvais œil le changement de ligne stratégique de la France insoumise à l'été 2018 au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire que le plan A, plan B est passé à la trappe, et au final, on s'est rendu compte avec le fait qu'il y avait plus de on s'est retrouvé avec le fait qu'il n'y avait plus de rapport de force. Le plan A, plan B, c'était désobéissance préalable au traité. Comme ça, on crée un rapport de force, ça crée une ambiance, comme on dit, quoi. Et une fois que c'est fait, on va autour de la table des discussions et on voit ce qui aboutit ou pas. Et en fonction de ça, on acte les choses. La désobéissance préalable avait disparu pendant la campagne des européennes et par la suite. Mais aujourd'hui, très honnêtement, elle est caduque. Parce que franchement, les traités européens, ils n'existent plus. Plus personne ne respecte les traités européens. Donc je crois qu'aujourd'hui, la question des traités est une fausse question. Quelqu'un qui arriverait au pouvoir et qui serait assis sur une légitimité populaire incontestable pourrait dire, au nom de son pays, qu'il s'assoit sur les traités de la même manière que chacun s'y est assis depuis 2 ans, depuis 3 ans, et si on regarde dans le détail, depuis 5 ans. Voilà. Donc, moi, je suis pour mener la confrontation sur le fond au sein de l'Union européenne et pas sur le fait de se dire est-ce qu'on peut les aménager. Parce qu'au final, sinon, on se retrouve avec des positions qui se rejoignent. Hein. Monsieur Macron a dit la semaine dernière qu'il fallait réviser les traités européens. Voilà. Donc, celles et ceux qui nous disent aujourd'hui il faut réviser les traités, en fait, vous dites la même chose que monsieur Macron. Voilà. Cette position, c'est tellement une position tiède et mièvre que c'est la même finalement que celle du président de la République qui prône la souveraineté européenne. Donc, moi, je suis de ceux qui ne s'arrêtent plus à cette question des traités. Je crois que c'est une question aujourd'hui qui est une question dépassée et que ce qu'il faut établir, par contre, aujourd'hui, c'est une hiérarchie des normes, une hiérarchie du droit qui soit incontestable. Je n'oublie pas l'épisode de l'automne dernier, qui est l'épisode où, après que les Hongrois, notamment, aient porté atteinte aux droits humains et qu'ils aient franchi la ligne rouge sur des questions qui relèvent de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, la Commission européenne est venue expliquer, non pas que c'était sur cette question-là qu'ils avaient franchi la ligne rouge, mais qu'il fallait réviser la question des traités et la question du droit au sein de l'Union européenne pour que le droit de l'Union européenne soit supérieur aux droits nationaux. Voilà. Je n'oublie pas qu'il y a derrière cette manœuvre. Et c'est là qu'est la grande question. C'est là qu'est le grand enjeu. Parce que cette question, elle n'est pas encore totalement tranchée entre la hiérarchie des normes, entre le droit européen et le droit constitutionnel des différents pays et le droit des différents pays. Là, il y a une bataille à mener et elle me semble plus importante encore et plus structurante encore à l'avenir, pour l'avenir que la question des traités. Ouais. Encore qu'elle soit liée pour partie. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une différence quand même entre vouloir réviser les traités dans une perspective européiste comme le prône M. Macron et une volonté de réviser les traités ou d'engager un rapport de force contre ce fédéralisme qui est porté donc, par les élites nationales bureaucratiques, dans le sens où Macron il veut réviser les traités, s'il engage une processus de révision, etc., de négociation, la BCE ne va pas l'empêcher d'emprunter, ne va pas l'empêcher d'avoir de l'argent, ne va pas l'empêcher de se financer. Alors que si, par exemple, Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir et désobéit au traité et aller à l'encontre de ce que voudrait Bruxelles ou l'Allemagne, alors là, peut-être qu'il y aurait des conséquences plus fortes, un contre-coup plus sévère. Oui, mais vous le voyez, il faut établir un rapport de force. La question, elle est politique, avant tout. Et sur quelle base est-ce qu'on établit ce rapport de force? Est-ce qu'on établit ce rapport de force sur la seule question de la désobéissance? Mais est-ce que la question de la désobéissance en tant que telle crée un effet d'entraînement et permet d'avoir avec soi d'autres pays
qui Mhm. partagent les mêmes problématiques et qui se rendent compte que cette Europe est une Europe une union qui ne fonctionne pas, qui privilégie le marché, qui se fait sur le dos des peuples, bon, tout ce que vous connaissez. Est-ce que cette question de la désobéissance en tant que telle est un levier suffisant d'entraînement, ou est-ce qu'il faut se poser la question de se dire où est la souveraineté, où se trouve la souveraineté des citoyens et comment on fait pour qu'elle s'exprime. Voilà. Moi, je crois qu'elle se pose plus en ces termes aujourd'hui. Bien sûr que ce que je raconte sur la question de la hiérarchie des normes, la hiérarchie des droits, la hiérarchie du droit, ça a des conséquences sur les traités. Mais fondamentalement, les gens peuvent le percevoir comme une question de souveraineté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens veulent pouvoir décider. Ils veulent reprendre leur contrôle sur leur vie. Moi, je crois que c'est ça l'un des marqueurs de la période. Et je crois que ça permet de poser politiquement la question, plus encore que la question de la désobéissance. Tout n'était pas bon dans la campagne d'Arnaud Montebourg, mais il résumait les choses de manière assez simple et il me semble que c'était utile, c'est-à-dire que le droit national s'imposerait et primerait toujours sur les décisions de l'Union européenne. Le droit national prime sur les décisions de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même objet entre le Mhm. droit national qui émane de la représentation nationale et des décisions qui sont prises par on ne sait pas qui, derrière on ne sait pas trop quelle alcôve, avec on ne sait pas trop quel cabinet de lobbying à côté. Voilà. À un moment donné, il faut rétablir les choses telles qu'elles doivent être, et je crois que c'est plus une bataille politique à mener. J'entends ce que vous dites sur le fait que M. Macron bénéficiera d'une grande bienveillance s'il veut réviser les traités à sa sauce, pour plus d'approfondissement. Hein. En réalité, c'est ça que veut monsieur Macron. Et que si des gens qui veulent faire autrement, comme Jean-Luc Mélenchon, qui veulent revenir sur les traités pour les rendre plus applicables, pour les rendre plus au service des peuples, on lui mettra des bâtons dans les roues. Mais je ne prends qu'un exemple, mais vous voyez que cette question de la révision des traités, elle pose question au sein même de la NUPES, si je regarde Mhm. les autres Oui. forces autres que celle de M. Mélenchon. Donc, le prendre par ce bout-là, il me semble que ce n'est pas efficace. Je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que c'est pas bon sur le fond. Je dis que ce n'est sans doute pas efficace et ça ne permet pas de créer le rapport de force suffisant qui est à même de l'emporter. Voilà, moi je ne veux plus témoigner aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive au bout du chemin, que les gens n'en peuvent plus, qu'ils sont étranglés, et que ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est reprendre réellement la main. Ben, on ne reprendra pas la main, je crois, sur cette question-là, parce qu'on n'arrivera pas à établir, sur la base de la question de la désobéissance, une majorité et trouver suffisamment d'alliés. D'accord, très bien. Alors, au-delà des questions européennes, à quoi est-ce que vous vous attendez vis-à-vis du prochain quinquennat d'Emmanuel Macron, du quinquennat actuel en fait, d'Emmanuel Macron? Quel sort est réservé à la France pour les 5 prochaines années? Il a les mains libres et il va être en roue libre. Hmm. Voilà. Voilà profondément ce que je pense. Il n'a pas au-dessus de la tête la petite chape de plomb, petite, hein, parce qu'avec ce qu'est la Ve République aujourd'hui, il s'en accommode aisément, mais la petite chape de plomb d'une réélection, puisque normalement il n'est pas censé se représenter. Je pense qu'il va essayer d'aller au bout de l'agenda qui est le sien, avec la brutalité qu'on lui connaît, avec cette volonté, je crois, chez lui, de rendre les choses irréversibles. C'est-à-dire que la politique de monsieur Macron, elle infuse dans les esprits. Je prends un exemple. Alors, bien sûr, c'est le Parti socialiste qui avait ouvert la voie à cela en 2016-2017 avec la loi travail. Mais à partir du moment où il y a eu une instrumentalisation cynique de la violence et de la criminalisation du mouvement social, tout ça commence en 2016-2017 avec la loi travail. Mais c'est repris à son compte par monsieur Macron dans sa façon de faire, par madame Borne à l'époque, et quand elle était ministre, notamment au moment du mouvement social du printemps 2018, qui porte sur la SNCF, mais pas seulement, qui porte aussi déjà à l'époque encore sur d'autres lois travail, et par M. Macron au moment du mouvement des Gilets jaunes et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, il change en profondeur la nature et le rapport du citoyen aux politiques et à l'espace public et à l'espace politique. Voilà. Ben, je crois que M. Macron, il n'est pas en train simplement de passer des petites mesures. Il change la superstructure, d'une Mhm. certaine façon, de la vie politique et démocratique. Et c'est ce qu'il veut faire au niveau de l'Union européenne. Ça fait la jonction avec la question précédente. Je crois qu'il est là-dedans. Et je crois qu'il a en tête d'essayer de rendre les choses irrémédiables. Voilà.
vous comme moi savons que, a priori, rien ne saurait être irrémédiable, sinon les droits naturels, parce que pour le reste, tout peut être remis en question en dernier ressort par le citoyen qui doit toujours avoir le dernier mot. Monsieur Macron essaie de s'affranchir de ça et je crois que c'est ça qui est au programme de son futur quinquennat. Je crois que c'est pas simplement, qu'il faudra en tout cas regarder toutes les mesures qui vont être prises à l'aune de ce qu'elles vont impliquer dans la durée. Voilà. Ça sera très compliqué, je pense, de revenir sur les mesures qu'il a lui-même mises en place. Il va les construire de telle sorte qu'il sera très compliqué de revenir dessus. Voilà un peu ce qui m'inquiète pour la suite. Et puis, donc ça, c'est au niveau des politiques nationales. Et puis, je crois que ça va être un deuxième quinquennat qui va placer sous le sceau de la question européenne. Il a théorisé les choses pendant son premier quinquennat, je l'ai dit tout à l'heure, avec la souveraineté européenne. Je crois qu'il va passer à la phase pratique. Voilà le grand danger, je crois. Alors, pour ce qui est de l'opposition à Emmanuel Macron et son programme que vous avez développé juste avant, est-ce que vous pensez que la NUPES a un avenir? Est-ce que JLM va remplacer Elisabeth Borne? Bon, est-ce que la NUPES a un avenir? Je ne sais pas. De fait, je vois, comme tous les observateurs, les contradictions qui peuvent être celles qu'il y a au sein de cet attelage un petit peu hétéroclite entre ce qui est encore le Parti socialiste, ce qui est Europe Écologie Les Verts, ce qui est le Parti communiste et ce qui est la France insoumise. Donc, de fait, la France insoumise a pris le leadership au sein de la gauche, tel que Jean-Luc Mélenchon l'avait annoncé dès 2018. Et ça, si on suit son agenda, en tout cas sa stratégie, c'est une réussite. Est-ce que par contre, il va y avoir succès électoral au bout? D'abord, j'ai appris à me méfier des prédictions politiques. J'ai fait suffisamment d'erreurs moi aussi pour ne pas me livrer trop à ce genre d'analyse. Par contre, ce que je constate, c'est que Jean-Luc Mélenchon a toujours bénéficié d'un socle. Pendant tout le quinquennat Macron, peut-être pas aussi haut que certains prétendaient qu'il était, mais il a toujours eu un socle. Donc il y a des gens qui adhèrent réellement à la politique portée par Jean-Luc Mélenchon et à l'époque par la France insoumise. Ça, c'est incontestable. Mais il y a eu un vote utile extrêmement fort. Voilà. Moi, je pense qu'il est même plus fort encore que la manière dont il est estimé par les différents instituts. Moi, j'ai vu le raz-de-marée autour de moi se mettre en place sur les 3 semaines et 15 derniers jours et encore plus la dernière semaine. Voilà. Un raz-de-marée, réellement, et qui a fait un succès. Et être capable de susciter ce raz-de-marée, je le redis, ça nécessite un certain talent. Il n'y a pas de... ne nous y trompons pas quand je dis ça. La question qui se pose, par contre, c'est est-ce qu'il va y avoir un reflux? Est-ce que cet électorat-là va repartir ou pas? Je pense qu'une partie va repartir. Voilà. C'est évident parce que on a entendu tous ces gens qui se sont ralliés au vote vers la France insoumise parce qu'on leur promettait que ça empêcherait Madame Macron, excusez-moi, Madame Le Pen d'accéder au deuxième tour. Mais là-dedans, il y avait des gens, enfin, moi je l'ai entendu, et pas qu'une fois autour de moi, des gens qui m'ont dit, des militants de gauche qui sont venus me dire qu'ils avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, mais que si Jean-Luc Mélenchon avait été au deuxième tour, face à M. Macron, ils n'auraient pas voté pour lui. Voilà. Leur but était d'empêcher Mme Le Pen d'être au deuxième tour, mais pour plein de raisons qui leur sont propres, parce qu'ils ont un problème avec Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils ont un problème avec le programme. Voilà. Des gens qui n'auraient pas été prêts à voter pour lui au deuxième tour. Je ne dis pas que c'est la majorité, attention, mais je dis qu'il y a eu de tout dans ce vote autour de la France insoumise. Donc, il va y avoir une part de reflux. Mais il y a aussi des gens qui n'étaient pas attrapés, accrochés, qui n'étaient pas ferrés par le programme de la France insoumise, qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et qui vont rester. Parce que ces gens-là, ils se disent Roussel, Jadot, Hidalgo, tout cela, c'est ceux qui ont empêché Mélenchon d'être au deuxième tour. Maintenant, on les emmerde, puisque c'est ça, on va rester avec Mélenchon. Voilà, ça existe aussi. Je ne suis pas capable de quantifier quelle va être la part du reflux et la part de gens qui vont rester accrochés. Je ne sais pas. Est-ce que ça permettra à Jean-Luc Mélenchon de devenir Premier ministre et d'avoir une majorité? Je ne sais pas. A priori, non, parce que les institutions de la Ve République sont quand même faites de telle sorte que ça doit empêcher cela. Ça fait partie des travers qu'on combat, que moi je combats depuis toujours. J'en veux énormément à Lionel Jospin d'avoir réalisé l'inversion du calendrier électoral. Voilà, je pense qu'on a un vrai problème avec ça. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dépasser ce levier, ce blocage de système. Par contre, ce que je constate, c'est que pour celles et ceux qui, comme moi, considèrent que la Ve République, aujourd'hui,
est un adversaire politique en tant que structure. Je ne suis pas convaincu par le fait que Jean-Luc Mélenchon avance l'argument de se faire élire à Matignon comme un argument politique. Voilà. Je crois que ça participe de la validation, d'une certaine façon. Quand bien même il voudrait détourner ce qu'est la Ve République, ça participe de la validation de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, la manière dont on peut l'utiliser à son profit. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne façon de faire, de la même manière que je ne suis pas sûr que le vote utile, tel qu'il a été utilisé lors de l'élection présidentielle, ait été un argument politique qui soit pertinent pour notre camp. Notre camp n'a jamais utilisé cet argument. Il existe depuis longtemps dans le champ politique. C'est un argument de fin de campagne, mais ce n'est pas notre argument politique. Nous, on en a toujours appelé à la raison, à la conscience, au fait qu'un citoyen se détermine au regard de l'intérêt général. Et le fait d'avoir cédé au vote utile, au fait de prôner le vote utile, est un argument qui, je ne peux pas imaginer que ça soit autrement, se retournera contre nous le coup d'après. Parce que ce n'est pas sûr que ce sera Jean-Luc Mélenchon ou quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon qui porte des idées dont on peut être proche, qui soit dans le fauteuil du favori et qui soit à même d'accéder à l'investiture suprême ou en tout cas à la prise du pouvoir le coup d'après. Et donc celles et ceux qui sont nos adversaires ou nos faux alliés d'aujourd'hui, ceux-là auront beau jeu à ce moment-là de se prévaloir du vote utile à partir du moment où notre camp lui-même l'a fait à cette élection de 2022. Je pense que sur le long terme, c'est quelque chose qui, moi, me pose problème. J'en vois la réussite électoraliste évidente, mais je ne suis pas sûr que du point de vue des idées et du point de vue de la raison à laquelle on doit toujours se référer en politique, du moins notre camp, eh bien, ça a été un progrès pour nous. Alors, au-delà donc de la NUPES, d'autres formations à gauche essayent donc, dans leur coin, avec leur capacité, de reconstruire un peu gauche sur d'autres paradigmes, d'aller chercher de nouveaux électeurs, etc. Donc, qu'est-ce que vous pensez du potentiel de la Fédération de la gauche républicaine et qu'est-ce que vous pensez des capacités à se développer de République souveraine qui s'est alliée avec Solidarité et Progrès pour 2022? La Fédération de gauche républicaine, c'est Nouvelle Gauche Socialiste, l'engagement, donc c'est-à-dire Montebourg, GRS, Gauche républicaine et socialiste, les radicaux de gauche. Bon. Ouais, c'est tous les gens qui ont eu ce savoir-faire extrême pendant la campagne d'Arnaud Montebourg qui aujourd'hui vont réussir à faire quelque chose. Moi, je réfléchis plus en termes de pertinence et de capacité d'espace politique. Voilà. Ce que je sais, c'est que le camp républicain et laïque est à terre. Oui. Je le dis un peu solennellement parce que je le vis douloureusement. Voilà. Moi, j'ai commencé l'aventure en cofondant le parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon en 2008. Et au-delà des questions électorales, sur la question des idées, sur les questions républicaines, quand Jean-Luc Mélenchon dit le 18 mars, place de la République, la France n'est plus un État unitaire. Quand je vois son interview dans La Croix, où il dit je ne reviendrai pas sur les lois Debré de financement de l'enseignement privé, et il dit même je ferai de l'enseignement privé de l'enseignement privé sous contrat un allié pour lutter contre l'enseignement privé hors contrat. Autrement dit, il labellise l'enseignement privé sous contrat. Quand il refuse d'employer le terme islamisme pour qualifier l'islam politique et qui dit Mohamed Merah est un assassin antisémite, ce qui est une absurdité quand il signe l'accord avec Europe Écologie Les Verts qui porte une nouvelle hiérarchie des normes et du droit au niveau européen. Voilà. Quand il y a tout ça, sur toutes ces questions structurantes, je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes en dessous de là où nous avons pris les questions républicaines et laïques en 2008. Je le dis avec beaucoup de douleur parce que moi, je me suis un peu mis en retrait depuis 2 ou 3 ans, depuis que j'ai été banni, mais jusque-là, j'ai passé 10 ans à ne faire que ça. Et je trouve qu'on a monté très haut ces valeurs en 2017. Et aujourd'hui, le drapeau, sur ces questions-là, est à terre et il est même encore plus enterré qu'il l'était au moment où on l'a relevé en 2008. Donc je le dis avec beaucoup de tristesse, sur ces questions-là, le camp républicain et laïque aujourd'hui doit se reconstruire, tout simplement. Il reste une petite flamme. Il y a des périodes de montée à l'assaut, des périodes assez jubilatoires. Ça pouvait être le cas en 2017, ça a dû être le cas pour certains pendant cette élection de 2022, sans nul doute. Et puis il y a des moments dans la vie militante et dans la vie des idées où la tâche militante est moins exaltante, où il s'agit de garder, de préserver la petite flamme. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, nous en sommes là, dans le camp républicain et laïque. Il va falloir que cette flamme éclaire de plus en plus. On a tout ça à reconstruire. On n'a pas beaucoup d'alliés pour le faire.
Il y a des gens qui le font vaillamment à leur façon, et Georges Kuzmanovic le fait par exemple avec République souveraine, en étant fidèle à des principes, des pensées politiques. Ça a l'écho que ça a. Certains le trouvent insuffisant, beaucoup voudraient que ce soit plus visible, mais peu importe, la tâche, elle, est accomplie, celle de continuer à faire vivre ces idées, et avec un deuxième point d'analyse, qui est qu'à un moment donné, il va falloir non seulement préserver cette petite flamme, mais à partir du moment où ce courant-là a été mis à terre, il n'est pas tombé à terre comme ça par hasard du jour au lendemain. Il n'est pas tombé à terre, non pas simplement non plus du fait de l'électoralisme de certains. Il est tombé à terre parce qu'un combat politique a été mené contre lui. Un combat politique, non pas qui a forcément trouvé des alliés, mais que des gens ont laissé faire. Au sein de la France insoumise, il y a eu, et ils s'en sont revendiqués ces dernières semaines très largement, une offensive qui a été menée par les identitaristes, de tout poil d'ailleurs, qui ont pris des positions et qui ont été capables de construire un horizon électoraliste. Et certains ont cédé à cela, en se disant que finalement, eux, ils étaient suffisamment droits dans leurs bottes sur ces questions-là pour se permettre de jouer un petit peu ce petit jeu-là. Sauf qu'ils ont perdu. Ils ont perdu, ils nous ont tous fait reculer. Donc ce combat-là, au sein de la gauche, pour refaire valoir les idées républicaines, sociales et laïques de manière prégnante et en centralité, il va devoir être mené. Nous ne pourrons pas faire l'économie de cet affrontement. Voilà, je le dis tranquillement, mais le moment où on détournait la tête, où on a été purgés les uns et les autres des différents moments, où on a été mis à l'écart, eh bien, il y a des échecs aujourd'hui qui sont patents sur le fond. Peut-être que ces idées, nous les ferons vivre dans une cabine téléphonique, les uns, les autres. Eh bien, un jour, on regroupera ces petites cabines téléphoniques et de toute façon, nous aurons servi la cause qui doit être la nôtre. Voilà, je crois, ce qu'est l'agenda de la période. Je concède que je ne vends pas du rêve en vous disant ça, mais voilà, pour les gens qui sont fidèles à leurs idéaux, c'est une tâche qui n'est pas moins noble qu'une autre. Sur ces notes combatives, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous répondre sur Gavroche et on espère que vous reviendrez très vite. Merci beaucoup, François Coq. Merci pour votre invitation, bravo pour votre travail et bon vent à Gavroche.